Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1104e épisode de l'After Zappimage. On va regarder brièvement les groupes de l'Europa League avec notamment les trois équipes françaises engagées. Pour l'Olympique Lyonnais, on retrouvera donc l'OL avec les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et puis les Danois de Brøndby. Pour l'AS Monaco, on aura le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens du Sturm Graz. Et en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, un groupe relevé aussi pour l'OM avec la présence de la Lazio de Rome, de Galatasaray et du Lokomotiv Moscou. Ensuite, en ce qui concerne l'Europa Conference League, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces groupes. Nous, on se concentre évidemment sur le groupe du Stade Rennais, donc avec la présence de Tottenham dans le groupe du Stade Rennais. Donc c'est quand même pas de chance pour les Bretons d'avoir un aussi gros morceau. On aura aussi les Néerlandais du Vitesse Arnhem et puis le club slovaque de Murat. Ensuite, on continue les amis avec le calendrier des deux équipes françaises engagées en Champions League. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ce calendrier, que ça soit du côté lillois ou du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG débutera donc sa phase de groupe de Champions League en Belgique. Du côté de Bruges, ça sera le 15 septembre avant de recevoir Manchester City et puis donc de recevoir pour une deuxième fois consécutive le RB Leipzig. Ensuite, on continue du côté de Lyon avec l'ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1 hier. Les Gaunes se sont imposés du côté de Nantes sur le score de 1-0 grâce à un but de Moussa Dembélé qui est très en forme en ce début de saison. Une victoire évidemment qui fait du bien à l'Olympique Lyonnais qui a été en difficulté depuis le début de saison, même si sur l'ensemble du match, les Lyonnais ont eu quand même des périodes assez compliquées face à des Canaries qui auraient peut-être mérité quand même de prendre un point hier. Mais voilà, c'est important pour l'Olympique Lyonnais d'enfin lancer cette saison. C'est chose faite hier. Une petite statistique sur l'OL qui en général voyage très très bien en Ligue 1 puisque Lyon n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1. 12 victoires et 6 nuls. La seule défaite de l'Olympique Lyonnais sur ses 19 derniers déplacements, c'était il y a 2 semaines du côté d'Angers sur le score de 3-0. Une déclaration du coach lyonnais Peter Bosz qui était un petit peu soulagé hier par cette victoire. Il nous dit: j'ai vu de bonnes choses ce soir, on aurait pu marquer plus de buts, les 3 points sont les plus importants. Avant le match, j'ai dit aux joueurs qu'on ne pouvait pas gagner si on ne jouait pas ensemble. Aujourd'hui, on l'a bien fait. On a vu un état d'esprit tout autre du côté de l'Olympique Lyonnais par rapport aux 3 premières journées de Ligue 1 où l'état d'esprit était assez disparate côté lyonnais. Hier, on a vu une équipe se battre sur le terrain. Tout n'est pas parfait, loin de là. Mais en tout cas, ça a permis au moins aux Lyonnais de prendre 3 points. Et on peut aussi remercier Anthony Lopez du côté de l'OL. Il a eu quelques situations chaudes hier à gérer. Il l'a bien fait, le portier portugais de l'Olympique Lyonnais. Petite information mercato du côté des Gaunes. On en parlait déjà depuis quelques jours. Maxwell Cornet va quitter l'OL, il va s'engager du côté de la Première Ligue avec Burnley pour un transfert d'à peu près 17 millions d'euros. Il va passer sa visite médicale ce week-end avec les Clarets de Burnley, contrat jusqu'en 2026 pour Maxwell Cornet, direction Montpellier, avec une information qui concerne l'international algérien Andy Delors qui devrait s'engager dans les tout prochains jours avec l'OGC Nice. Il y a un accord entre Montpellier et les Aiglons pour un transfert à hauteur d'à peu près 10 millions d'euros plus quelques bonus. Andy Delors devrait s'engager 4 ans avec l'OGC Nice. Malheureusement, Marseille était très intéressé et le joueur lui aussi était très intéressé par le projet marseillais. Mais l'OM manque de liquidité pour pouvoir réaliser ce genre de transfert alors qu'on sait évidemment du côté de Nice, l'OGC Nice a un projet et surtout les reins très solides niveau financièrement. Les Aiglons ont quand même pas mal d'argent. Ensuite, du côté de Marseille, une petite information positive pour Gerson qui vient d'être convoqué par Tite pour les prochains matchs éliminatoires au Mondial 2022. Autre information, Wolverhampton, le club anglais, a proposé 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille pour le défenseur international croate Noulier Kaletacar. Bon, c'est un peu particulier parce qu'on sait qu'il y a 6-7 mois maintenant, Kaletacar aurait pu quitter Marseille pour Liverpool pour à peu près 30 millions d'euros. Donc est-ce que cette offre de 15 millions d'euros va suffire à l'Olympique de Marseille? Je n'en suis pas sûr, même si le joueur devrait quitter l'OM. Alors est-ce que ça sera pour Wolverhampton ou pour un autre club? Je ne le sais pas. En tout cas, il n'est pas présent notamment dans le groupe des Phocéens qui vont affronter l'AS Saint-Etienne.
ce soir. Ensuite, Jorge Sampaoli était en conférence de presse hier, puisque l'OM affronte les Verts ce soir 21h du côté du Vélodrome. Il a aussi évoqué la phase de groupe d'Europa League, et Jorge Sampaoli a annoncé qu'à l'heure actuelle, Marseille ne pourrait pas jouer sur les deux tableaux. Évidemment, l'OM jouera à fond les deux compétitions, mais Jorge Sampaoli sait que ça sera très compliqué parce que pour le moment, il juge encore le groupe phocéen en étant un groupe trop restreint. Il aimerait encore avoir 4 ou 5 arrivées d'ici à la fin du mercato. Bon, c'est un peu surprenant, hein, 4 ou 5 arrivées alors qu'il nous reste 4 ou 5 jours de mercato. Ça semble compliqué, mais l'OM continue de s'activer sur cette fin de mercato avec déjà une petite information qui est tombée hier. Information confirmée par l'équipe. Amin Harit devrait signer en prêt du côté de l'OM. Les 3 parties sont tombées d'accord, donc le joueur, l'OM et le club de Schalke. Ensuite, autre info côté phocéen, l'OM suit attentivement la situation du buteur français de Brighton, Neil Maupay, mais bon, ça sera très très compliqué pour l'Olympique de Marseille d'aller chercher Neil Maupay, puisque Brighton déjà n'est pas vendeur, et en plus de ça, Brighton ne veut pas vendre à moins de 25 millions d'euros, c'est la somme pour laquelle il l'avait recruté du côté de Brentford. Voilà, pour Marseille, ce sera évidemment impossible d'aller mettre 25 millions d'euros donc du côté de l'OM. Comme depuis quelques jours et depuis quelques semaines maintenant, l'OM étudie toutes les possibilités pour réaliser un prêt avec option d'achat. Mais voilà, ça sera quand même très compliqué d'aller chercher Neil Maupay. Ensuite, une petite déclat de Matteo Guendouzi sur son adaptation et sur l'amour du maillot marseillais. Il nous dit: je me bats pour le maillot que je porte aujourd'hui. Je donne tout sur le terrain. Ça fait plaisir que les supporters m'apprécient. Il y a beaucoup plus de ferveur ici que dans les autres clubs où je suis passé. Je m'identifie beaucoup au club. Eh ben, évidemment, on le sait, hein, du côté de Marseille, il y a une ferveur autour du club qui n'est quasiment pas comparable en France. Évidemment, il y en a d'autres en France où la ferveur est assez impressionnante, mais du côté de Marseille, c'est quand même quelque chose d'assez fou, hein. L'Olympique de Marseille, pour les Marseillais, c'est une histoire d'amour passionnel. Ensuite, on continue du côté de Brest avec une mauvaise nouvelle pour les Bretons, puisque l'AC Milan a intensifié ses contacts depuis quelques jours pour le latéral Romain Fèvre. Les Milanais tentent de faire baisser le prix. Le Stade brestois réclame 15 millions d'euros. Ce serait un énorme coup dur, évidemment, hein, pour les Bretons de perdre Romain Fèvre à 4 jours de la fin du mercato pour pouvoir se retourner. Ça serait compliqué. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain maintenant avec une petite information qui concerne la deuxième offre qui a été transmise par le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Une offre de 180 millions d'euros, donc 170 plus 10 millions d'euros de bonus. Cette offre a de nouveau été refusée par le Paris Saint-Germain. Le PSG attend certainement une troisième offre du Real Madrid, et visiblement on est quand même assez loin des exigences parisiennes. Là on est à 180, on a cru comprendre depuis quelques jours que le PSG ne vendrait pas à moins de 200 voire 220 millions d'euros. Est-ce que le Real sera capable d'augmenter considérablement son offre? Je n'en suis pas sûr. Ensuite, du côté de Madrid, même si on espère revenir à la charge pour une troisième offre, les merengues commencent sérieusement à douter de la faisabilité du transfert de Kylian Mbappé du côté de Madrid. On sait que Kylian Mbappé sera libre et gratuit, surtout dans 6 mois. Donc même moi personnellement, ça m'a beaucoup surpris d'avoir cette offre à 160 millions d'euros pour Mbappé, alors que dans 6 mois, il arrive pour rien du tout. Ça m'a énormément surpris, donc à voir le dénouement de ce dossier dans les 3-4 prochains jours. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, si jamais il y a un départ de Kylian Mbappé, l'un des profils idéal pour lui succéder serait le profil de l'attaquant norvégien Erling Haaland. Le PSG apprécie énormément son profil. Il figure d'ores et déjà dans la shortlist des remplaçants du français. On sait aussi que pour Haaland, ça sera un petit peu moins cher. Dans quelques jours maintenant, au 1er septembre, la clause de Haaland sera à 75 millions d'euros. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne aussi la Juventus, Moïse Kean, et ça concerne aussi Everton. Moïse Kean est la priorité de la Juve.
Il y a des négociations qui ont démarré déjà depuis plus de 24 heures entre la Juventus, le joueur et le club d'Everton. Direction le Real Madrid, une déclaration de Carlo Ancelotti sur son équipe et sur l'apport que pourrait avoir Kylian Mbappé. Il nous dit c'est un grand joueur, je pense que nous avons déjà de grands joueurs ici, il faut faire en sorte qu'ils montrent leur qualité. J'ai une équipe fantastique, je suis concentré sur ça et je suis content de mon équipe, mais si l'équipe est améliorée, c'est évidemment un plus pour tout le monde. Voilà, il nous dit rien finalement Carlo Ancelotti, il se concentre évidemment sur son groupe, ce qui est bien normal, il ne prête pas forcément attention à toutes les rumeurs qui entourent l'arrivée de Mbappé du côté du Real. Autre information très positive du côté des merengues, depuis quelques semaines il y a des vagues de prolongation de contrat côté madrilène, et bien une nouvelle de plus et pas des moindres, Casemiro, le milieu de terrain du Real, continue l'aventure avec la Casablanca jusqu'en 2025. C'est une très bonne nouvelle évidemment pour le Real Madrid qui a prolongé pas mal de joueurs depuis quelques semaines et des joueurs qui ont évidemment un fort potentiel dans l'effectif. Ensuite, autre info côté merengue, le Real pense à mettre un terme auprès de Borja Mayoral du côté de l'AS Roma, car pour le moment José Mourinho ne compte pas forcément sur Mayoral. Donc du côté des merengues, on souhaiterait trouver un point de chute aux joueurs pour qu'ils puissent avoir plus de temps de jeu. La Fiorentina est évoquée, il y a aussi le club de Crystal Palace. Ensuite, direction Séville, où Jules Koundé n'est pas dans le groupe du Séville FC pour le déplacement du côté d'Elche. Normalement, Jules Koundé devrait prendre la direction de Chelsea dans les toutes prochaines heures. Autre information, côté Blues de Chelsea, la déclaration de Thiago Silva qui a la rancune tenace envers le club parisien. Il nous dit « Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais il avait le même âge que moi quand le PSG lui a proposé un contrat de 2 ans. Ça m'a rendu vraiment triste. J'en ai encore parlé à personne, mais c'est comme si je n'avais rien fait pour le club. » C'est vrai que bon, c'est assez surprenant. Vous avez Thiago Silva qui quitte le club, 1 an plus tard, le Paris Saint-Germain qui recrute Sergio Ramos. Alors évidemment, pour moi, les deux joueurs ne se valent pas. Il y a, pas dire un monde d'écart entre les deux joueurs, mais voilà, pour moi, ce sont deux joueurs qui ne se valent pas. Sergio Ramos est vraiment, véritablement pour moi un patron dans une défense. Ce que Thiago Silva, je trouve, n'est pas forcément toujours un patron. Thiago Silva, moi, parfois, je l'ai trouvé du côté du Paris Saint-Germain très hésitant. Ensuite, du côté de la Première Ligue, une petite information qui concerne Moussa Sissoko, qui quitte Tottenham. Il s'engage avec le promu de Watford jusqu'en juin 2023. Une direction Leicester avec une déclaration de Jamie Vardy qui souhaite terminer sa carrière avec les Foxes. Il a 31 ans, Jamie Vardy, donc il est encore relativement jeune. Et il nous dit en tout cas qu'il souhaite rester jusqu'à la fin de sa carrière avec Leicester. En même temps, Leicester, c'est le club qui lui a permis de découvrir le monde professionnel, qui lui a permis aussi de découvrir la sélection anglaise, qui lui a apporté un titre de champion d'Angleterre, qui lui a apporté évidemment beaucoup de confiance. Donc Leicester lui a tout donné et Jamie Vardy est très très heureux du côté du King Power Stadium. On continue évidemment les amis du côté de l'Angleterre avec la page consacrée à Cristiano Ronaldo qui fait son comeback du côté d'Old Trafford 12 ans après avoir quitté les Red Devils. CR7 fait son retour à Manchester United, on dit bien Manchester United, puisque depuis le début de semaine on entendait parler de Manchester City, et puis hier dans le courant de l'après-midi, en l'espace de 10 minutes, tout a changé dans ce dossier Cristiano Ronaldo. L'idylle entre CR7 et les Red Devils est donc ravivée. Cristiano qui a passé évidemment de très très bons moments du côté de Manchester United. Il est arrivé en tant que jeune espoir du côté d'Old Trafford et là il revient en tant que légende. Il va d'ailleurs retrouver aussi Ole Gunnar Solskjaer, puisqu'il a déjà joué avec Ole Gunnar Solskjaer il y a quelques années maintenant. Bien maintenant Solskjaer sera l'entraîneur de Cristiano Ronaldo. Il retrouvera aussi son ex-coéquipier du Real Madrid, Raphaël Varane. On jette un coup d'œil les amis à la potentielle équipe, au potentiel 11 de Manchester United cette saison. Très impressionnant quand même, niveau offensif on a vraiment beaucoup de qualité. On pourrait donc avoir Cristiano en pointe et puis juste derrière, ou en tout cas sur les côtés, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, McTominay, Paul Pogba, Luke Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, David De Gea dans les buts.
On a quand même une très très belle équipe sur le papier du côté des Red Devils. On regarde les statistiques de Cristiano lors de son premier passage avec Manchester United, 292 matchs, 118 buts, 69 passes décisives, 3 titres de champion d'Angleterre, 2 coupes de la Ligue, une Ligue des Champions, une FA Cup, un Mondial des clubs, un Community Shield et un Ballon d'Or. Alors ce revirement de situation hier que l'on a vu dans le courant de l'après-midi, alors qu'il était tout proche de s'engager du côté de City et puis qu'au final il s'engage du côté de Manchester United, eh bien il y a un homme qui n'est pas étranger à ce retournement de veste. C'est évidemment Sir Alex Ferguson qui a appelé personnellement Cristiano Ronaldo hier pour discuter évidemment de ces rumeurs qu'il envoyait du côté de Manchester City. On ne connaît pas ce qu'il s'est dit lors de cet entretien entre CR7 et l'homme qu'il considère un petit peu comme son papa, Sir Alex Ferguson, mais on peut raisonnablement penser que Sir Alex Ferguson lui a dit « Ne gâche pas tout, réfléchis bien ». Viens du côté de United, ne va pas chez l'ennemi de City, et les mots de Sir Alex Ferguson ont dû convaincre très rapidement Cristiano Ronaldo qu'il n'avait pas fait le bon choix en voulant s'engager du côté de City. Et puis donc quelques minutes plus tard, Sir Alex Ferguson a appelé les propriétaires de Manchester United, à savoir la famille Glazer, qui a tout de suite répondu favorablement à la demande de Sir Alex Ferguson. La famille Glazer a tout de suite dégainé une offre pour la Juventus et pour aussi convaincre Cristiano Ronaldo. C'est allé très très vite dans ces négociations entre les Red Devils et CR7. Donc au final, Cristiano quitte la Juventus avec un bilan de 134 matchs pour 101 buts marqués et 22 passes décisives. Le petit message d'adieu de Cristiano hier aux fans turinois, il nous dit « Je pars aujourd'hui d'un club incroyable, le plus grand d'Italie, sûrement l'un des plus grands d'Europe. J'ai donné mon cœur, mon âme pour la Juve. Nous avons accompli de grandes choses. Pas toutes celles que nous souhaitions, mais nous avons écrit une belle histoire. » Du côté turinois, pour remplacer Cristiano Ronaldo, la Juventus cible Eden Hazard et souhaiterait le recruter en prêt. Alors visiblement, ça sera quand même très très compliqué parce que déjà du côté du Real, on ne souhaite pas forcément se séparer de Eden Hazard. En plus de ça, Eden Hazard, lui, n'a absolument pas envie de quitter le Real Madrid. Il est en train de retrouver quelques bonnes sensations sur ce début d'année. Donc ça semble très très compliqué quand même et hypothétique de voir Eden Hazard s'engager du côté de la Juventus. On poursuit du côté de l'Inter Milan où les champions d'Italie se sont imposés hier du côté de Vérone face au Hellas sur le score de 3-1, deuxième victoire en 2 matchs. Pour les hommes de Inzaghi, l'Inter s'en remet à Lautaro Martinez et à sa nouvelle recrue qui est arrivée officiellement il y a 24 heures. Joaquin Correa, le joueur de la Lazio, qui a marqué 2 fois hier avec notamment un joli but de la tête où il a une détente assez phénoménale et puis un joli but aussi du pied gauche côté fermé sur le gardien. Donc une belle victoire pour les interistes, 3-1 avec une petite information qui concerne les statistiques de Lautaro Martinez qui va devoir évoluer sans Romelu Lukaku. Vous pouvez regarder ses statistiques comparatives. Évidemment, Lautaro marquait beaucoup plus lorsque Lukaku était présent à côté de lui, donc c'est aussi tout un nouveau cheminement pour Lautaro Martinez. Lorsque tu as l'habitude d'avoir un coéquipier que tu connais très très bien à côté de toi, eh bien perdre ce coéquipier, ça peut un petit peu chambouler ton jeu. En tout cas, ça n'a pas chamboulé Lautaro qui a marqué hier. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Allemagne avec le succès du Borussia Dortmund qui s'est imposé 3-2 hier face à Hoffenheim dans un match à rebondissement. Comme souvent en Allemagne, c'était très très agréable. Pour ceux qui ont pu suivre cette rencontre, on a l'impression de voir un attaque-défense pendant 90 minutes. 0-0 à la mi-temps, au final 5 buts en seconde mi-temps. Le Borussia a mené 1-0, égalisation d'Hoffenheim, 2-1 pour le Borussia. Égalisation de Mounas Dabour, 90e minute. 1 minute plus tard, c'est Erling Haaland qui donne la victoire au Borussia, donc à la 91e minute. Haaland qui est d'ailleurs à l'implication de ce but, il est sur le centre. Et il y a un cafouillage dans la surface de réparation et il va surgir en faisant un sprint d'une dizaine de mètres. Donc il était au centre et c'est lui qui va être à la finition après le cafouillage. Vous avez cette célébration assez dingue aussi de Erling Haaland, toujours autant expressif lorsqu'il donne la victoire et qu'il permet aussi de prendre des points importants. C'était vraiment un super match pour ceux qui l'ont regardé hier, parce que l'équipe d'Hoffenheim aussi est une équipe qui propose du jeu, donc on s'est vraiment régalé hier du côté du Signal Iduna Park. Et il y a vraiment beaucoup de talent du côté du Borussia Dortmund.
Jude Bellingham, Daniel Malen, on a vu Marco Reus aussi. Il y a vraiment des combinaisons qui sont exceptionnelles du côté du Borussia Dortmund. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.